Cet épisode est fait pour vous, que vous soyez parents célibataires, en famille recomposée ou en couple avec des enfants, vraiment. C'est pour toutes les configurations familiales. On vous a donc préparé 5 questions à vous poser pour que l'argent, sujet, je vous l'ai dit, très sensible et vraiment tabou, soit au cœur de vos préoccupations et de vos conversations pour qu'aucun de vous, et je dirais même aucune de vous, ne se sente lésé. Hey hey! Allez, si vous écoutez la matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast, La Matrescence, se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parents. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go. Aujourd'hui, j'aborde un sujet un peu tabou, même très très tabou en fait, un peu épineux, mais qui est essentiel à la vie de famille et notamment quand on a des enfants. Indéniablement, l'arrivée d'un enfant au sein des familles pousse les nouveaux ou les futurs parents à réfléchir à leurs dépenses, ou en tout cas, si vous ne l'avez pas fait, voient leur budget de dépenses augmenter de manière significative. On va jouer un petit jeu. Est-ce que si je vous demande combien coûte un enfant entre 0 et 18 ans, vous connaissez la réponse? C'est une moyenne française, une étude qui a été faite très sérieusement par le ministère des Solidarités et de la Santé. C'est une enquête qui est parue en 2018. Bon, c'était avant l'inflation. Et moi, j'étais très loin du compte. Parce qu'ils évaluent les dépenses pour un enfant entre 0 et 18 ans à 180 000 €. Et 18 ans parce que c'est l'âge légal auquel on doit s'occuper de nos enfants en tant que parents. Évidemment, pour beaucoup d'entre nous, après 18 ans, on continue de financer, ce soit les études, les logements, les années à l'étranger ou pas. Peu importe ce que choisissent nos enfants, on va potentiellement continuer de les financer. Donc, ce qui fait en gros 10 000 € par an. Ce qui est noté dans l'étude, c'est surtout que les dépenses sont très importantes à partir de 14 ans avec l'arrivée de l'adolescence. Et le plus gros poste de dépenses, c'est la nourriture et ensuite vient l'habillement, les vêtements. Donc, dans ces dépenses, c'est 180 000 €. Qu'est-ce qu'on prend en compte? La nourriture, les frais de garde, les vêtements, les loisirs, les activités extrascolaires et l'éducation. Ce chiffre est une moyenne, évidemment, et diffère en fonction de notre classe sociale, mais aussi des aléas de la vie. On le sait tous et toutes très bien, un parent solo et a fortiori une mère célibataire, on en reparlera tout à l'heure, ne sera pas impacté de la même manière sur les dépenses à fournir qu'un parent en couple. En revanche, c'est important de comprendre qu'élever un enfant, en tout cas jusqu'à sa majorité, comme je viens de le dire, va générer des dépenses que le foyer doit assumer et donc il faut y réfléchir. Si ça n'a pas encore été fait chez vous, en tout cas pas de manière aussi intense comme je vais vous le proposer aujourd'hui dans l'épisode, c'est le moment de vous lancer. C'est pour cette raison qu'on vous a concocté un super guide pratique pour faire le point sur votre vie de famille et vos finances. Vous pouvez le télécharger dans les notes de l'épisode. Vraiment, ne le ratez pas, il est incroyable. Chaque mois, je vous le dis, on a un guide à vous proposer et vous êtes quasiment 10 000 à vous procurer ce guide chaque mois. Donc,
déjà un grand merci et ça montre que vous avez de l'intérêt pour ce qu'on propose. Donc vraiment, c'est hyper gratifiant pour nous. Alors aujourd'hui, le schéma traditionnel familial du couple, qui est très hétéronormé, avec plusieurs enfants, c'est plus la seule référence et tant mieux. Mais les parents solo ou en famille recomposée ont affaire à des défis bien différents, voire parfois bien plus complexes au niveau des finances que ceux en couple. Même si on le sait, il y a beaucoup d'inégalités au sein du couple. Donc cet épisode est fait pour vous, que vous soyez parents célibataires, en famille recomposée ou en couple avec des enfants, vraiment, c'est pour toutes les configurations familiales. On vous a donc préparé 5 questions à vous poser pour que l'argent, sujet, je vous l'ai dit, très sensible et vraiment tabou, soit au cœur de vos préoccupations et de vos conversations pour qu'aucun de vous, et je dirais même aucune de vous, ne se sente lésé. D'ailleurs, il y a une récente étude de l'Université de l'Indiana qui a mis en lumière que les couples qui ont une vision commune et une gestion équitable des finances, avec simplement le fait d'avoir un compte commun, sont plus heureux ensemble. En substance, si une des 2 personnes du couple reste dans le flou par rapport aux finances et ou n'a pas son mot à dire, alors la santé et la longévité du mariage sera plus fragile. Et ça paraît vraiment logique. Quand on connaît les violences financières qu'il peut y avoir au sein de certains couples, même dans la société en général. Donc prendre en charge ses finances, c'est primordial. Allez, on y va. Vous êtes prêts pour ces 5 questions ? La première, c'est très simple. Comment est-ce qu'on calcule nos dépenses au sein du foyer ? Est-ce que c'est au prorata ou est-ce que c'est à égalité ? On divise 50-50. Si vous êtes parent solo dans cette première question, comment est-ce que vous vous organisez avec le coparent, s'il y a coparent, avec notamment le règlement de la pension alimentaire, pour ensuite répartir les dépenses liées à vos enfants ? Et si jamais vous faites partie d'une famille recomposée, comment est-ce que vous décidez de dépenser en fonction de la configuration, de la recomposition de votre famille ? Alors vraiment important de noter que les inégalités au sein du couple hétérosexuel explosent avec l'arrivée d'un enfant. Notre génération a été un peu biberonnée avec cette notion forte de l'égalité, surtout chez nous les femmes. Cette envie féministe de faire aussi bien que les hommes évidemment, mais surtout cette envie de payer à la hauteur de ce que les hommes paient. Sauf que il y a un problème. J'ai été la première à vouloir le faire, je l'ai très longtemps fait, à partager 50-50 dans mon couple. Grosse erreur de ma part, parce que le résultat, je me suis retrouvée à contribuer à mon foyer de manière complètement disproportionnée face à la réalité de nos revenus à tous les deux. Donc c'est à vous de vous poser cette question. Est-ce que vous voulez vraiment rentrer dans ce jeu du 50-50 ou est-ce que vous préférez aller au prorata qui est plus équitable ? On n'est pas dans l'égalité évidemment, mais on est dans l'équité. Pour rappel, l'arrivée d'un premier enfant, ce que je disais tout à l'heure en intro, accentue les différences de salaire entre femmes et hommes. D'après le dernier rapport de l'INSEE sur le sujet, les mères avec un enfant à charge voient l'écart de salaire se creuser de 21,7% comparé à un père d'un enfant. Et avec 3 enfants, on passe même à près de 42,8% d'écart de salaire entre une mère et un père. Ça fait un peu flipper quand on voit ces chiffres-là. Voilà pourquoi c'est très important de plutôt rentrer dans l'équité que dans l'égalité. Le jour où on aura une société égalitaire où les femmes n'auront pas d'écart de salaire avec les hommes, clairement, on pourra prétendre à cette égalité au sein de nos couples, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et parce que on est une génération féministe engagée où on veut ne pas dépendre de nos partenaires masculins financièrement, mais souvent, on se met à payer la même chose alors que ce n'est pas du tout équitable pour nous et que ça nous pénalise sur le long terme. Donc c'est vraiment important d'étudier les dépenses nécessaires à la vie de famille, voilà, faire des budgets pour que ce soit pas la femme qui soit lésée in fine, comme c'est bien trop souvent le cas, c'est ce que montrent les chiffres. Donc dans cette première question, dans notre guide, on vous a proposé un outil pour créer votre budget, vos revenus à 2 et choisir le mode que vous voulez en fonction du prorata ou de manière 50-50. Si vous êtes en famille recomposée, c'est sûrement aussi une question centrale de votre quotidien. Moi, je suis pas ici pour vous donner des conseils ou des recettes miracles, mais vraiment, à vous deux, je suis là pour vous donner des pistes, vous faire vous poser des questions et déclencher des conversations qui sont primordiales pour pas mettre sous le tapis, parce que généralement, ces questions d'argent, comme elles sont tabous, on les esquive un peu en se disant non, mais je vais pas trop insister, je vais pas trop en parler, je suis trop mal à l'aise avec ces questions-là. Mais en tout cas, pour les familles recomposées, un calcul simple, équitable, c'est vraiment primordial pour que, encore une fois, ce soit pas les femmes qui trinquent. Je suis pas en train de pointer du doigt que si vous êtes un homme, vous écoutez, vous le faites intentionnellement, pas du tout. C'est juste qu'on est dans une société
qui malheureusement nous met des œillères et ne nous encourage pas à l'équité. Et il le faut quand c'est une question d'argent, si c'est vous, messieurs, qui gagnez plus dans le foyer. Si vous êtes en couple, donc, ou en famille recomposée ou non, on vous a préparé ce tableau, ce que je vous disais, très facile à remplir pour évaluer tous vos postes de dépenses et toutes vos rentrées d'argent à distribuer en fonction du montant de vos revenus. Je vous ai mis aussi dans les notes et sur les liens de l'épisode un petit graphique proposé par Libé qui vous montre les écarts de salaire basés sur l'étude de l'INSEE. C'est vachement parlant quand on le voit visuellement. Et d'ailleurs, on l'a mis dans le guide, mais c'est parlant parce que la courbe, on la voit qui est très descendante et je l'avais déjà partagée dans la newsletter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, allez-y vraiment. Il y a plein de choses hyper concrètes que je mets tous les vendredis dedans. Pour les parents célibataires, ce tableau, il fonctionne très bien aussi. Vraiment, toutes les configurations familiales peuvent participer à ce guide et donc écouter cet épisode. Si vous êtes séparés du père ou de la mère de votre enfant, à vous de trouver la meilleure des manières pour répartir les dépenses. Je voudrais juste faire un petit rappel. Encore 1/3 des pensions alimentaires ne sont pas payées selon le dernier rapport. Si c'est votre cas, vous pouvez faire une demande à l'AREPA de la CAF en cas d'impayé pour vous aider parce qu'il y a des solutions au niveau de la justice pour vous faire accompagner. Vraiment, c'est important de ne pas rester dans ces problématiques liées à l'argent et à la séparation. J'avais aussi fait un épisode avec Team Parents et sa fondatrice parce que Team Parents, c'est une application qui aide les parents, les coparents à rester une équipe parentale si possible et en tout cas à vous accompagner de manière juridique ou non dans vos démarches en cas de séparation. Alors, je vous le disais, par rapport aux mères célibataires, je voulais en reparler et faire un point très concret là-dessus. Ce sont les premières qui trinquent, puisque dans la séparation, plus de 80% du temps, les gardes principales sont attribuées à la mère. Donc, les chiffres concernant les mères célibataires sont éloquents et franchement révoltants et montrent à quel point elles sont pénalisées dans la vie quotidienne. Il y a 33% d'entre elles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Je crois qu'il faut vraiment qu'on se le dise, 33% de mères célibataires vivent sous le seuil de pauvreté, ça veut dire autant d'enfants, voire plus, puisque parfois on a plusieurs enfants. Je suis toujours sidérée de voir que c'est une politique très lente qui est mise en place vis-à-vis des mères célibataires. C'est en train de changer au moment où j'enregistre cet épisode. Il y a peut-être des cartes qui vont être mises en place, mères célibataires ou parents célibataires, pour vraiment aller aider cette population très vulnérable. Donc, quand on parle d'argent, on parle aussi de ces inégalités-là dans les familles monoparentales qui souffrent bien plus. Donc, c'est aussi un travail à faire, si possible avec le coparent, de vraiment faire attention à gérer les dépenses dans l'intérêt des enfants. Voilà. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Je sais que parfois c'est pas possible, je sais que parfois c'est trop conflictuel, mais l'argent, ça vient exacerber parfois les difficultés et les rancœurs qu'on a, mais ça doit toujours être avec le prisme du bien-être des enfants au milieu. Voilà, je dis tous ces chiffres qui sont un peu déprimants, mais pour qu'on mesure le coût du patriarcat sur les mères. Et il y a 2 livres qui sont très importants si vous voulez les lire sur le sujet. Il y a celui de Lucille Quillet qui s'appelle Le prix à payer. Et il y a celui de la journaliste Titiou Lecoq qui s'appelle Le couple et l'argent, pourquoi les hommes gagnent plus que les femmes. Si ça vous intéresse d'aller creuser la question, et pourquoi pas que je les reçoive aussi dans le podcast, ça m'intéresserait vraiment. Donc voilà, cette première question à reprendre pour vous, comment est-ce qu'on calcule nos dépenses au sein du foyer, au prorata ou à l'égalité si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous êtes futur parent, que vous préparez à la parentalité, vraiment je vous encourage à le faire avant et d'essayer de comprendre quels sont vos postes de dépenses. Et si vous allez avoir plusieurs enfants, que ce n'est pas encore le cas, vous êtes en processus de concevoir un 2e ou 3e enfant, pareil, continuez de remplir ce type de tableau dans le guide qu'on vous a proposé. La 2e question. Est-ce qu'on choisit un compte joint où on y met tous nos salaires, ou alors est-ce qu'on met un compte qui est commun, où on met seulement les dépenses du foyer et chacun garde un compte en son nom propre, ou alors 3e solution, est-ce que chacun garde son compte et les versements sont faits en fonction des postes de dépenses décidés en amont par les 2 partenaires. Donc concrètement, ces questions, c'est où est-ce qu'on met l'argent? Donc ça, c'est à vous de faire votre choix évidemment. Il y a beaucoup de féministes qui recommandent de ne surtout pas avoir un seul compte commun. La liberté financière des femmes n'a pas de prix face aux inégalités et face parfois aux violences conjugales et donc violences financières. Petit rappel, nos grands-mères, peut-être nos mères ont lutté pour qu'on puisse obtenir le droit de posséder un compte en banque à notre nom sans l'aval d'un homme, je le dis. Et ce n'est que depuis le 13 juillet 1965 que ce droit nous est octroyé en France.
13 juillet 1965. Je crois qu'il faut quand même qu'on se le dise, hein, que nos grands-mères n'ont pas eu ce droit-là et que nos mères ne sont pas forcément nées avec ce droit-là. En tout cas, la mienne n'est pas née avec ce droit. Ça a été acquis quand elle avait une dizaine d'années. Donc voilà, encore une fois, à vous de choisir la meilleure option pour votre famille, la meilleure option pour votre situation financière. Personnellement, nous, de notre côté, on a cette deuxième option. On a chacun notre compte et on a un compte commun où on verse au prorata de nos salaires chaque mois un montant défini en fonction de toutes nos dépenses et où il y a tous nos prélèvements associés à ce compte. Et c'est un montant qu'on recalcule chaque année, vu que moi, mon salaire, il n'est pas toujours fixe et que le sien non plus. Donc, on adapte en fonction de ça. On fait des calculs de pourcentage. Petite info légale, quand vous êtes marié, la loi vous oblige à verser au prorata. Donc là, il n'y a pas de... Par rapport à la question numéro 1, là, il n'y a pas de on fait 50-50 si on ne gagne pas 50-50 quand on est marié. Il n'y a pas, encore une fois, de question d'égalité, mais bien d'équité. Si c'est pas votre cas au sein de votre mariage, que vous n'arrivez pas à raisonner votre partenaire, j'en suis désolée, mais vous avez la justice avec vous, donc vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales. Vous pouvez, voilà. J'imagine que quand on en arrive à ça, c'est que la situation est très dégradée. Mais là, je fais un peu d'empouvoirment pour les femmes. On doit prendre en charge nos finances, on doit vraiment faire attention à ça. Ça a un impact qui est beaucoup trop fort et je vais en parler sur les questions suivantes. Donc ça, c'était la deuxième question. Sur quel compte on met notre argent? Il est toujours temps de changer si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont vous gérez l'argent commun pour les dépenses pour les enfants. Je connais aussi des couples qui sont séparés, qui s'entendent très très bien et qui ont toujours un compte commun pour les dépenses pour les enfants et qui ont chacun leur compte. Donc vraiment, chaque configuration familiale est différente. Donc c'est à vous de choisir ce qui est le plus adapté à vous. Troisième question pour cet épisode qui concerne l'argent quand on est parent. Question essentielle. Si je dois m'arrêter de travailler pour nos enfants ou prendre un temps partiel, ou alors si mon enfant tombe malade et qu'il y a besoin de s'arrêter et d'être présent pendant de longs mois aux côtés de notre enfant, comment choisit-on de trouver une compensation? Quel fonctionnement veut-on adopter? C'est une question épineuse, je sais, qui ne vous concerne peut-être plus parce que vous ne serez plus enceinte, vous n'avez plus de jeunes enfants, mais la question de la maladie d'un enfant peut arriver à n'importe quel moment. L'arrivée d'un enfant, ça bouscule, on le sait, aussi sur le plan professionnel. Parfois, on veut changer tous nos plans de carrière, parfois on veut prendre un congé parental, parfois on veut ne pas sacrifier notre carrière et parfois on veut rester à la maison ou encore prendre un mi-temps. Ça, vraiment, la configuration, elle vous appartient, vos choix, ce qui vous anime au fond de vos tripes, c'est à vous de choisir. Par contre, il ne faut pas que ça ait d'incidence financière et notamment sur la mère la plupart du temps. Je dis on, parce que encore une fois, je dis comment on, mais les stats sont clairs là-dessus. Ce sont principalement les femmes qui font ces choix de faire une pause, on le sait. Il y a, je crois, 3 ou 4% d'hommes qui prennent le congé parental. Il y a moins de 1% d'hommes qui sont pères au foyer. Donc, toute cette charge éducationnelle des premières années des enfants, en tout cas, se repose beaucoup trop sur les épaules des femmes. Et si c'est le cas dans votre couple, mais que vous avez décidé d'une compensation financière, du coup, là, il y a équité. Donc, toutes les options, encore une fois, sont possibles. Mais si à un moment donné, il y en a un qui doit diminuer son activité et donc perdre du salaire, on doit réfléchir ensemble. Que ce soit, là, c'est plus pour les parents en couple, on est bien d'accord, mais même dans les familles recomposées, comment on réfléchit à limiter au maximum l'impact pour la vie future du parent. Parce que souvent, on omet de se rendre compte de l'effet boule de neige que ça aura plusieurs décennies plus tard. Parce que le parent qui s'est arrêté pour s'occuper des enfants, il faut que ce soit reconnu. La parentalité, c'est un taf à temps plein, vraiment. C'est un travail, encore plus si on est parent au foyer, qui mérite rémunération, ou en tout cas qui mérite compensation. Et l'amour, ça suffit pas à payer les factures et à sécuriser financièrement le parent qui prend le temps de vouloir être présent avec ses enfants. Donc vraiment, c'est à vous d'y réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Quel système vous pouvez faire? Je vous le dis, on n'est pas aidé dans cette société-là. On assume que le travail doit être fait gratuitement par les mères. Elles s'arrêtent et c'est comme ça. On ne paye pas d'assistante maternelle ou quelqu'un. On gagne de l'argent puisque on économise, puisque c'est la maman, dans la plupart des cas, qui ne va pas travailler. Oui, enfin, ça a un impact après pour la retraite et on va en parler dans la dernière question. Donc ça, c'est encore une fois primordial. Et dans le guide, vous avez tous des espaces pour en parler, pour l'écrire, parce que parfois le mettre par écrit, ça fait du bien et ça acte les choses.
Et encore une fois, vous pouvez aussi imaginer ce scénario où un de vos enfants tombe malade. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qui pourrait s'en occuper? Comment est-ce qu'on gérait? Quels sont nos droits aussi avec nos employeurs en cas d'arrêt maladie prolongé ou en cas de maladie prolongée de nos enfants? Bref, vaut mieux anticiper toutes ces questions-là. C'est vraiment important pour, encore une fois, rester dans de l'équité face à ces questions financières. Il y a pas de tabou à avoir. On vit dans un monde capitaliste, oui, où l'argent est essentiel et primordial. Il faut pas penser qu'on peut vivre que d'amour et d'eau fraîche et qu'on verra plus tard et qu'on fait ce sacrifice-là parce que nous les mères, on a une grande tendance à se sacrifier. C'est un discours qu'il faut changer. Je sais que c'est dur. Je sais que je m'adresse beaucoup aux femmes, mais il y a des conséquences à la fin et elles sont pas forcément jolies. Alors, quatrième point, et quatrième question, surtout si un événement nous plonge dans une difficulté financière, comment prévoit-on d'y faire face? On n'est jamais à l'abri du chaos dans cette vie qui est sinueuse, qui est parfois difficile. On n'est jamais à l'abri d'une économie qui flanche, d'un licenciement, d'une boîte qui ferme ou d'une pandémie, par exemple, qui bouscule tous nos plans. Et si on fait face à une grande difficulté au niveau des finances dans notre couple, ou en tant que parents célibataires ou en famille recomposée, comment on peut s'entraider? En couple, comment on peut faire équipe pour pallier à ce problème? Si je suis parent célibataire, par exemple, il est où mon filet de sécurité? Est-ce qu'il y a des organismes que je peux solliciter? Est-ce qu'il y a des membres de ma famille qui sont prêts à me soutenir? Est-ce que le coparent, s'il est ou elle présent, peut aider dans ces cas-là, si votre relation est bonne? De manière générale, réfléchir à un plan B en amont pour ne pas être pris au dépourvu si jamais, c'est essentiel. C'est aussi déclencher cette discussion-là. Il y a peut-être des gens qui sont très mal à l'aise avec le fait de se faire entretenir, je mets des gros guillemets, mais voilà, ça arrive à tout le monde, des accidents de la vie, des parcours semés d'embûches ou des moments où on a envie, par exemple, de lancer une boîte et on sait qu'on va pas être rémunéré pendant X temps. Comment on fait sur le foyer? Qui prend en charge? Est-ce que c'est OK avec le ou la conjointe? Est-ce que ça rentre dans notre projet de vie? Est-ce que ça passe? Ça, c'est des questions dont il faut vraiment parler sans tabou et en amont. Pas dans le moment chaud où ça devient difficile. Parce que si on n'a pas assez anticipé, ça peut créer des très très grosses problématiques au sein du couple, des familles, au-delà de l'aspect financier. Donc, de manière générale, réfléchissez à ce plan B. Alors, ça peut évidemment prendre la forme d'une épargne aussi, si on n'a pas du tout envie de se reposer sur quelqu'un d'autre extérieur, qu'on aurait mis de côté au fur et à mesure. D'ailleurs, dans l'épisode 111 que j'ai enregistré il y a quelques années maintenant, avec Maëva, la fondatrice de Mon Budget Bento, elle vous donne plein de tips. Elle explique notamment un truc très important de privilégier son épargne personnelle en tant que parent avant de mettre de côté pour nos enfants. Très très important de retenir, je trouve, ce conseil parce que ça vous évitera de grosses déconvenues si un jour vous voulez prendre de l'argent que vous avez placé, que c'était pour vos enfants et que vous n'avez pas le droit de le retirer. Il y a toujours des conditions, il y a plein de produits financiers différents, mais réfléchissez-y vraiment en amont d'avoir ce plan B. Vous pouvez aussi, par rapport à Maëva de Mon Budget Bento, aller voir sur son site, elle a plein d'outils. Il y a aussi des formations de plan cash qui sont pas excessivement chères, à 30 €, je crois. Vous pouvez vous éduquer financièrement, parce que c'est toujours la base, s'éduquer financièrement autour de ces questions. Je parlais aussi des parents séparés, et peut-être que ça vous a fait tilter. Alors, mais comment possiblement quelqu'un qui est séparé pourrait me soutenir si j'avais des difficultés financières? Dans mon exemple personnel, je connais des couples qui ont la soixantaine et qui sont divorcés depuis 25 ans maintenant et qui s'entraident toujours financièrement, qui sont toujours là l'un pour l'autre parce qu'ils ont plusieurs enfants et que c'est très important pour eux de montrer que il y en a pas un qui est lésé par rapport à l'autre, qu'ils ont partagé une vie commune et que même s'ils sont séparés, ils sont plus amoureux, ils se soutiennent. Donc juste pour pas qu'il y ait qu'un tableau noir, c'est possible dans les relations de séparation que ça se passe bien. Peut-être que c'est dur sur l'instant T, mais que dans plusieurs années, ça ira. Donc voilà. Et la dernière question pour cet épisode, qui est très important, et que vous retrouverez dans le guide, donc qu'on vous a préparé, quelle est ma vision de la retraite? Quelle est ma vision et quelle est la vision de mon ou ma partenaire avec qui je suis en couple en ce moment? Franchement, c'est un aspect primordial, la retraite. Les conséquences, elles sont trop importantes pour ne pas en parler. Je sais, on est jeune, on est dans la trentaine ou la quarantaine ou la vingtaine, peu importe, et ça nous paraît très, très long. Je vous avoue que la première fois que j'ai contracté un produit financier pour ma retraite, il y avait écrit Horizon 2052. C'est comme ça qu'il s'appelait. J'ai dit, mais pourquoi 2052? C'est parce que tu pars pas à la retraite avant 2052.
Ah ok, d'accord, c'est vrai, ok. Donc voilà, j'ai l'impression qu'une partie de notre génération, parfois, peut-être n'y croit déjà plus à la retraite. Ça a fait l'objet de beaucoup de débats et de tensions dans notre société il y a quelques années, allonger l'âge du départ à la retraite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, peu importe vos croyances, c'est qu'il faut s'y intéresser. Il y a une première étape à franchir. Si c'est pas encore le cas, si vous l'avez pas encore déjà fait, vraiment, je vous encourage à le faire. Allez faire un tour sur le site www.inforetraite.fr. C'est un site du gouvernement qui a centralisé toutes vos informations depuis que vous avez commencé à travailler. Et alléluia, nous n'avons pas à retracer tout, nos petits jobs d'été et tout, comme l'ont fait nos parents avec des fiches. Tout est normalement centralisé sur Internet. Vous pouvez le vérifier, mais voilà. Pour connaître en tout cas le montant probable de votre future retraite, je vous assure, ça remet un peu les idées en place de voir ça. Moi, j'aurai 62 ans en mars 2050. On sait pas tout de suite. Et pour le moment, si je voulais partir à 62 ans en 2050, je n'aurais le droit qu'à 219 € bruts par mois. Alors, en partant à 64 ans, donc 2 ans plus tard, en 2052, c'est bien plus, et heureusement. Mais juste, si je suis plus capable de bosser après 62 ans, je n'ai quasiment rien pour vivre. Alors moi, j'ai fait le choix depuis plusieurs années maintenant, comme je vous le disais, d'investir ailleurs. Tous les mois, j'ai alloué une partie de mon salaire à un produit financier pour me protéger et être sûre d'être à mon aise financièrement d'ici les années 2050. Donc j'ai anticipé, mais ça fait que quelques années, c'est pas non plus quelque chose que j'ai mis en place il y a 10 ans. Donc vraiment, à vous de choisir, à vous d'y réfléchir, de vous renseigner. C'est pour ça que je ne vous dis pas ce que j'ai fait, parce que c'est très personnel à chacun et je pense qu'on n'a pas à donner des conseils financiers comme ça. Je suis pas habilitée du tout. Mais voilà, je vous donne ce qu'il y a, les PER, les assurances vie, l'immobilier, investir dans l'immobilier, les placements en bourse, les rachats de trimestre, les bitcoins, j'en sais rien, peu importe ce qui vous donne envie, ce qui est possible pour vous, ce qui vous sécurise. Il y a des moyens d'anticiper et de ne pas se laisser surprendre. Évidemment, si vous êtes au seuil de tomber dans la précarité, si vous n'avez pas la possibilité d'épargner, c'est absolument pas la priorité de réfléchir à la retraite qui arrive dans plusieurs dizaines d'années. Mais c'est important de ne pas faire l'autruche sur ce thème qui sera central à notre future vie. On est censé vivre de plus en plus longtemps et je vous le souhaite. Sauf que pour vivre longtemps, il faut quand même vivre avec les moyens financiers. Je vous parlais tout à l'heure des conséquences des arrêts de travail parce qu'on prend soin de nos enfants. Les femmes ont en moyenne en 2024 une retraite de 1 272 € net par mois, soit 24% de moins que les hommes, qui sont à 1 674 € selon les derniers chiffres de l'INSEE en 2019. Il faut noter aussi quand même que l'écart se réduit au fil des générations. Donc les gens qui sont à la retraite aujourd'hui en 2024, ce sont plutôt nos parents, où là, il y avait beaucoup plus d'inégalités, on va dire, au sein des entreprises et de travail. Il n'y avait pas toutes les lois de discrimination positive pour encourager les femmes à prendre des hauts postes aussi. Donc leur salaire est plus bas parce qu'elles se sont arrêtées pour les maternités, parce qu'elles n'ont pas été rémunérées dans ces cas-là. En tant que mère, vous avez la prise en compte de ce morcelage de votre carrière dû à l'arrivée de vos enfants, mais la réalité, c'est quand même que vous serez plus pénalisé au moment de la retraite, juste parce que l'écart de salaire, il est toujours existant entre les hommes et les femmes à poste égal. Et surtout, si vous avez été aussi en temps partiel ou en congé parental, il y aura une répercussion à la fin. C'est pour ça que la question de le numéro 3, elle doit être anticipée en amont avec votre partenaire à l'instant T, parce qu'à la retraite, vous serez peut-être plus en couple avec cette personne-là et peut-être que ça aura des conséquences que vous n'aviez pas soupçonnées. Voilà, je vous ai mis beaucoup de liens dans les notes qui sont les chiffres que j'ai donnés, les rapports de l'adresse, par exemple, de Ipsos, les dernières études. Voilà, il y a plein de choses à aller picorer si vous avez envie de regarder, mais surtout, il y a ce guide qu'on vous a préparé avec ces 5 questions. Prenez une soirée si vous êtes en couple pour vous attarder à remplir ce guide, pour refaire le point, même si vous avez déjà fait le point. Ça fait toujours de bien de se rendre compte on en est où, est-ce que c'est équitable, est-ce que un de nous est lésé ou pas. Si vous êtes parent célibataire, renseignez-vous sur toutes les aides que vous pouvez avoir, sur les associations qui sont là, qui sont présentes pour vous aider. Si vous êtes dans la galère financière, ne restez pas seul, surtout si vous êtes mère célibataire. Je sais que c'est plus facile à dire que à faire. J'ai été mère célibataire, je sais le stress, la charge que ça peut générer. Et ensuite,
Si vous êtes en famille recomposée, c'est important d'avoir ce type de conversation pour pas qu'il y ait de rancœur et de ressentiment. Là, on n'a pas parlé du tout d'émotions liées à l'argent et pourtant, ça en fait très souvent partie parce que derrière l'argent se cache beaucoup de nos croyances, se cache beaucoup de notre éducation, de ce qu'on y met dans cet imaginaire autour de l'argent. Est-ce que c'est quelque chose de bien, de pas bien ? Et c'est important d'en parler. C'est important d'avoir une éducation financière. On est souvent, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes plutôt dans la trentaine. Vous êtes au moment où la carrière décolle, plus ou moins, en fonction des enfants. Malheureusement, il y a toujours deux courbes qui se percutent et qui vont pas dans le bon sens. Mais quand même, c'est maintenant qu'il faut y réfléchir. Et je le dis et le redis, si vous êtes très très limite financièrement et que c'est difficile, vous pouvez aussi demander de l'aide et surtout, ne vous dites pas qu'il y a des injonctions dans ce que je viens de vous dire. Là, c'était plutôt pour vous faire réfléchir et vous poser des bonnes questions. Mais la priorité, parfois, c'est pas du tout d'investir ou d'aller se prendre la tête. C'est de survivre, de parer au plus urgent et puis on voit après pour la suite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, vraiment. Encore plus en 2024, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve vendredi pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.